Une demi-heure ensemble pour décrypter les temps forts de l'actualité de la semaine en Nouvelle-Aquitaine. Bienvenue pour un nouveau numéro de 20h le rattrapage et bienvenue à notre invité. Bonsoir Christian Baulme. Installez-vous. Vous êtes le président de la Ronde des Quartiers, une association de commerçants de Bordeaux. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors tout au long de cette émission, nous allons revenir sur les conséquences économiques de ce nouveau confinement. Les règles restent inchangées pour les 15 prochains jours au moins, a annoncé Jean Castex jeudi dernier. Les commerces dits non essentiels resteront donc fermés. Quelle a été votre réaction ? Une immense déception. Immense déception. Nous voulions, ça faisait plusieurs semaines que nous préconisons avec notre association nationale, la CAMF, préconisons des prises de rendez-vous dans les commerces pour pouvoir faire du commerce, ce qui permet de limiter le nombre de personnes dans les commerces et de limiter des flux à l'extérieur, puisque c'est sur rendez-vous. On a espéré jusqu'au bout, on a fait du lobbying jusqu'au bout. Ça n'a pas marché. Nous sommes déçus parce que le monde du commerce est à l'arrêt. Le monde du commerce est en train petit à petit de sombrer. Vous savez, quand on se noie, on commence par mettre un petit peu la tête sous l'eau, et puis de plus en plus souvent, et puis de plus en plus longtemps, jusqu'au moment où on ne la sort plus. Est-ce que les commerçants vont passer ces 15 jours ? Parce que la suite n'est pas très prometteuse. Alors, je ne suis pas très optimiste, certain. On va se battre pour réussir. On va se battre pour que le gouvernement nous aide encore mieux. Ou encore plus, je ne suis pas sûr. Mais mieux. Vous avez dit, vous avez fait du lobbying, vous avez manifesté. Il y a eu de nombreuses manifestations dans la région. Les commerçants indépendants étaient dans la rue, mais finalement, vous n'avez pas réussi à faire infléchir le gouvernement. Christian Baulme, on regarde ce reportage tourné à Brive et on se retrouve juste après. Ils sont dans le prêt-à-porter, le livre, le jouet. Ils sont surtout dans le même désarroi. La moitié des commerçants brivistes a même mis en scène plus que ça ce matin. Une mort programmée. On est en train de mourir, donc on essaye de se protéger. Tout de noir vêtus, corde au cou, dès avant que le Premier ministre ne parle, ils savent qu'ils ont beaucoup à perdre s'ils ne se réouvrent pas leur boutique, si on leur interdit toujours de travailler. Nous, ce qu'on veut, c'est ouvrir nos commerces et travailler. C'est tout ce que nous demandons. Nous ne voulons pas et nous ne pouvons pas être spectateurs de la mort de nos commerces. Ça, c'est pas possible. La responsabilité collective, comme la lutte contre la contagion, au jour le jour, au geste le geste, ils font. Alors, pourquoi eux ? Il n'y a pas plus de risque, en tout cas dans une petite boutique où on respecte les gestes barrières et il va y avoir 2 clients dans la boutique. Alors quand on voit les queues en grande surface, ça me paraît complètement incohérent. Leur crainte est tous les jours un peu plus forte, elle a même un horizon, Noël, plus dépôt de bilan que boules et guirlandes. Je serai pendu si je ne travaille plus, vous l'avez vu comme moi, cette pancarte. Alors les mots sont forts, mais des commerçants en danger de mort, c'est la réalité aujourd'hui. C'est une réalité. Il y en a déjà qui essayaient de résister jusqu'à l'annonce de jeudi. Avant-hier, le Premier ministre a donné le là, quoi. C'est fini pour eux. Ils ne s'en relèveront pas. Ils vont aller une procédure de dépôt de bilan classique. Alors pour certains, ça sera une sauvegarde. Enfin bref, beaucoup d'ennuis. On sait encore que les 3/4 des commerçants sont exploitants non propres. Ça veut dire qu'ils sont en faillite personnelle, que ça va les poursuivre toute leur vie, et que souvent ils ont engagé non seulement leurs économies, celles de leur famille, de leurs parents, oncles et tantes, parce qu'il y a eu un geste de solidarité pour les aider à créer ce commerce. C'est toute leur vie, et d'un seul coup elle s'effondre. Mais c'est aussi toute une histoire de famille quelquefois qui s'effondre. 3e génération, 4e génération de commerçants, et tout va s'éteindre comme ça, balayé d'un coup. Alors je voyais qu'on disait on paye pour les lits de réanimation supprimés. Alors j'ai tendance à dire oui. On a depuis 40 ans une politique faite par des administrations qui préparent les dossiers pour les politiques. Aujourd'hui, les politiques, les grandes administrations sortent du même moule. Oui, on est en train de payer des prévisions, une idée sur l'avenir de la France qui n'étaient pas les bonnes. On le paye.
cash. Et les commerçants, c'est 2 millions de personnes. Donc c'est un risque pour 2 millions de personnes. Alors des commerçants démunis, on vient de le voir, et parfois dénudés depuis le début de la semaine partout en France. Alors ils sont nombreux à se mettre à nu sur les réseaux sociaux pour dénoncer le manque d'aide, vous le dites, de la part de l'État. Christian Beaune, votre réaction juste après ce reportage tourné à Bonnac-la-Côte en Haute-Vienne. Des photos suggestives, osées, avec parfois une note d'humour. Depuis quelques jours, des artisans et commerçants posent dans leur plus simple appareil. À Bonnac-la-Côte, dans ce salon de coiffure, Estelle et son employé se prêtent au jeu. Et ton port de tête, tu sais ? Ouais, parfait. Une photo au message fort, celui d'une aide gouvernementale jugée insuffisante. Et on l'a fait, et puis je pense que c'est un beau rendu, c'est une belle photo. Donc j'espère que ça a un impact très fort pour tout le monde et qu'on sera entendu dans ce combat-là. Derrière l'objectif, Claire, photographe professionnelle, s'est elle-même pliée à l'exercice. Le seul moyen pour se faire entendre, c'était de se mettre à poil. C'était important de ne pas nous oublier, les artisans. On est toujours là, on est fermé, mais on est oublié, mis de côté. Et pour moi, c'était pas possible, de ce deuxième confinement, de le vivre comme ça. Un mouvement qui prend de l'ampleur, avec des portraits qui fleurissent sur les réseaux sociaux. À Brive-la-Gaillarde, ce couple de coiffeurs visionne son dernier shooting. Des photos partagées plusieurs centaines de fois. C'est très positif, à 99%, je dirais, que du positif. Ouais. Même il y a des clients et clientes maintenant qui nous soutiennent et qui voudraient participer à ce mouvement. Donc je pense qu'on va leur demander de faire des beaux clichés, de nous les envoyer carrément, de les poster aussi, pour faire un maximum de bruit autour d'une belle image et autour d'une bonne cause surtout, quoi. Un coup de projecteur qui fonctionne. Sur Internet, leurs photos cumulent plus de 100 000 vues. Il dénonce le manque d'aide de la part de l'État. Vous, Christian Beaune, vous dénoncez aussi le manque d'aide de la part des collectivités locales. Alors oui, le manque d'aide, c'est un petit peu, c'est vrai et c'est faux. Il y en a des aides, mais elles sont quelquefois tellement compliquées à aller chercher que ça se demandait, ça refroidit. Et puis certaines fois, il faut que vous ayez un document de l'expert comptable, il faut que vous ayez un avocat spécialisé pour faire. Donc vous commencez par dépenser 1 500 € de frais divers et variés pour amener votre dossier complet pour toucher 1 500 €. On le fait, on le fait pas. Voilà, la vraie question, elle est là. Ou alors, on vous dit, ah oui, mais vous n'avez pas perdu assez de chiffre d'affaires, donc on ne peut pas vous la donner. Voilà. Non, l'aide, c'est une aide qui est commune. N'oublions pas qu'aujourd'hui, on ne fait pas de commerce, mais on paye toujours les loyers. Alors, notre Premier ministre nous a fait une grande annonce en disant... Enfin non, c'est le ministre de l'Économie et des Finances. Oui, c'est vrai, mais est-ce que les propriétaires sont prêts à abandonner 50% de leurs revenus pour faire des cadeaux aux commerçants? Allez, je vous fais dans le mille. Non, ils ne le feront pas. Ils ne l'ont pas fait déjà, alors qu'il y avait déjà des accords et que le déficit foncier est devenu un déficit commercial, ce qui fait que fiscalement, c'est devenu aussi intéressant que le reste. Je trouve qu'aujourd'hui, on est dans une société très individualiste et chacun voire midi à sa porte et tire la couverture à lui. Mais dans le fond, cette crise, elle révèle quoi? La faiblesse des protections sociales pour les travailleurs indépendants? Alors ça, elle a toujours existé. Ça faisait partie du risque d'être entrepreneur. Là, ça empire. Sauf qu'aujourd'hui, être entrepreneur, c'est ne plus être à la charge de l'État. Et l'État, en retour, ne nous aide pas. On se le refait autrement. Chaque commerçant, soit il a décidé de créer son entreprise en sortant de l'école, il n'est pas passé par la case chômage, il est allé construire une. Soit c'est un cadre, soit c'est un employé qui a touché des primes de licenciement et qui réinvestit tout avec sa famille pour créer un commerce. Parce qu'il veut gérer sa vie, il veut être maître de son destin, de sa destinée. Et là, d'un seul coup, il n'est plus maître. On lui fait une interdiction administrative de travailler. D'où cette question. Mon droit fondamental au travail qui est inscrit dans la Constitution ne va-t-il de pair avec notre devoir de payer nos impôts et taxes? Quelle est la vérité? Alors, dans votre association, vous représentez 1300 commerçants bordelais.
J'imagine que depuis le début de ce nouveau confinement, ils sont nombreux à avoir mis en place le click and collect. C'est un peu le nouveau mot à la mode en ce moment. Alors à Limoges, comme partout dans notre région, des plateformes de vente en ligne ont ainsi vu le jour. Mais cette digitalisation est-elle rentable? Élément de réponse avec ce reportage. Donc il y a 2 colis pour la dame, c'est ces deux-là. Ces associés préparent les commandes reçues sur leur nouveau site en ligne depuis samedi. En une semaine, on a monté le site, on a rentré plus de 1000 références sur le site. Et en 48 heures, les 3 boutiques ont reçu une 60aine de commandes. Un bon début, mais ce commerçant ne se fait pas d'illusions. On ne va pas pouvoir faire les chiffres qu'on faisait sur les magasins, ça c'est sûr. Tous les salariés des entreprises sont pour l'instant au chômage partiel parce qu'il n'y a pas assez d'activité. Mais il fallait que nous aussi on montre qu'on était présents, qu'on était réactifs et qu'on ne baissait pas les bras. D'autant qu'une demande montait chez les acheteurs. Merci beaucoup. Cet habitué attendait avec impatience la mise en ligne du site. L'achat sur Internet me permet de préparer mes cadeaux de Noël. Je boycotte Amazon depuis 2 ans, donc je n'irai certainement pas sur Amazon. Je continuerai à faire marcher les petits commerçants de notre région. Un peu plus loin, dans ces nouveaux locaux, une autre plateforme est en cours de création. Celle-ci réunit près de 70 petits commerces de Limoges et des communes alentours. Les plateformes individuelles, il faut savoir qu'il faut beaucoup de temps pour que ça leur rapporte. Dans 90% des cas, ça ne rapportera là aussi que 2 ou 3 ou 4% du chiffre d'affaires. Je pense que la seule solution aujourd'hui, c'est d'être ensemble, c'est de proposer ensemble une multitude de produits. Donc il n'y a que comme ça qu'on s'en sortira. C'est d'ailleurs le pari que fait cette commerçante en rejoignant la plateforme. Alors, le mois de décembre représente un 5e du chiffre annuel. Moi, j'ai aucun site internet, rien du tout. Sans la plateforme, effectivement, je vois même pas janvier l'année prochaine, quoi. C'est clairement vital. Le gouvernement a promis qu'à partir de janvier, une aide directe de 500 € sera apportée aux commerçants qui souhaitent se lancer en ligne. Alors, le click and collect, est-ce que ça peut vraiment permettre de sauver les commerces? Est-ce que c'est pas trop compliqué par moment à mettre en place? Si on ne s'y est pas pris il y a 6 mois, c'est trop tard. Parce qu'on sera opérationnel dans 6 mois. Ce qu'on peut faire, c'est du call and collect. C'est-à-dire que vos clients habituels, ils vous téléphonent, vous dites oui, j'ai bien ça, je le mets de côté et on le fait. Voilà. Le click and collect, je sais ce que c'est, je viens d'ouvrir mon site click and collect. C'est un site marchand, mais qui ne livre pas. C'est tout. Donc c'est extrêmement compliqué. Après, on peut être sur une plateforme ou pas être sur une plateforme. Le problème des plateformes, c'est qu'il y a autant de villes, autant de plateformes, autant de chambres de commerce, autant de plateformes. Il n'y a pas d'unité nationale pour créer une plateforme suffisamment puissante pour pouvoir lutter contre les géants du net. Voilà. Donc maintenant, ça va être anecdotique et on se le dit, 10% du chiffre d'affaires dans les commerces de centre-ville, des villes moyennes et des grandes villes. Ça peut aller mieux pour les petites villes, mais en gros, c'est ça qu'on va sauver. Alors vous dites que vous avez ouvert votre plateforme parce que vous êtes vous-même commerçant, vous avez une enseigne de bricolage à Bordeaux. J'ai l'impression en ce moment qu'il y a cette injonction, numérisez-vous ou bien baissez le rideau. Alors c'est pas une injonction comme ça, c'est numérisez-vous, oui. Alors je sais que le gouvernement a annoncé un gros paquet, comme on dit, pour pas être à poil. Ils ont prévu quelque chose pour nous aider. Mais ça fait 500 € par commerçant. Hein, voilà. Qu'est-ce qu'on fait avec 500 €? Pas grand-chose. Mais il faut se numériser. Les commerçants qui ne se numériseront pas ne passeront pas la décennie. Voilà, ça c'est clair. Ça sera un complément de ce que nos clients viennent chercher chez nous, la proximité, le sourire, le contact. Alors une chose est sûre, en tout cas la crise sanitaire engendre cette mutation de l'économie vers le numérique. On vient de le voir donc avec le click and collect. Et la distanciation sociale pousse les entreprises à revoir leur mode de fonctionnement. C'est le cas notamment des agences immobilières qui proposent désormais des visites virtuelles. Regardez. Parfait, allez, on y va. Déambuler de pièce en pièce, téléphone en main pour filmer. Dans cette maison de 120 mètres carrés, François Renaud est en tournage. L'agent immobilier réalise la visite virtuelle de ce bien à vendre. Alors, l'objectif de la vidéo, telle qu'on l'a fait, c'est de permettre aux clients acquéreurs de visualiser le bien et surtout d'avoir une idée de l'agencement et de la distribution des pièces, chose qu'il est difficile de faire aujourd'hui avec de simples photos. 6 pièces à parcourir pour les faire découvrir à de potentiels acquéreurs. Plusieurs chambres dont celle-ci, où il faut montrer en vidéo tout ce qui n'est pas visible sur les photos de l'annonce. Le principe, c'est pas juste de montrer le lit, ça va être de montrer l'agencement, les placards, de pouvoir montrer la vue. Une fois montées, les images sont mises en ligne. Si les visites virtuelles peuvent susciter l'intérêt d'un potentiel acheteur,
Elle reste toutefois insuffisante pour aboutir à une vente. Dans la vie virtuelle, aussi bien faite soit-elle, on n'entend pas les sons environnants, on ne sent pas, et voilà, il y a plein de choses qui ne sont pas perceptibles que l'on perçoit lors d'une visite physique. Problème, les visites physiques sont interdites pendant le confinement. Pourtant, les agents immobiliers peuvent estimer des biens, signer un compromis de vente et même effectuer un état des lieux. Une situation paradoxale pour ces professionnels du secteur. On peut faire un état des lieux, on peut aller voir notre vendeur. Je ne vois pas où serait le problème d'emmener un client, de retrouver le client sur place, de faire sortir les vendeurs quand les biens sont occupés et de les faire visiter. On a toujours respecté toutes ces précautions. C'est là où on est un petit peu en colère, oui. On nous empêche actuellement de vendre, tout simplement. Parce qu'on ne peut pas se rendre avec un client dans une maison ou dans un appartement pour lui montrer. Le secteur de l'immobilier de nouveau à l'arrêt. Pour sortir de l'impasse, vendeurs comme acheteurs espèrent désormais un assouplissement des règles concernant les visites de la part du gouvernement. Christian Beaune, il faut s'adapter, on vient de le voir, mais il faut aussi se serrer les coudes. À l'Aiguille-sur-Seudre, en Charente-Maritime, le buraliste propose par exemple à ses collègues privés d'activité d'exposer leurs marchandises. Vous avez vous-même mené ce genre d'initiative lors du précédent confinement. Vous nous en parlerez juste après ce reportage. Va-et-vient inhabituel pour Annie Lanier entre sa voiture et le bar-tabac du village, rare espace public encore ouvert en cette période de confinement. Cette aiguillaise est commerçante en vêtements, son magasin est donc fermé. Veste, pull, chemise, pantalon, elle va utiliser l'espace habituellement consacré au bar pour exposer ses produits. C'est une idée originale et puis en plus montrer qu'on existe. On ne peut pas nous interdire de travailler comme ça. Donc si on n'existe pas dans un coin, on va dans un autre, puis c'est tout. C'est le propriétaire du tabac qui a eu l'idée de proposer à ses voisins commerçants privés d'activité de venir exposer chez lui. Ça permet d'avoir une vitrine, parce que bon, il est hors de question qu'on vende ici, mais au moins qu'on puisse proposer au moins certains articles de certains commerçants. Voilà, à titre gratuit, puisque moi j'avais un bar et qu'aujourd'hui il est fermé. Autant exploiter cet emplacement. L'annonce a été affichée hier sur la porte du buraliste. Ses collègues commerçants commencent tout juste à se manifester. Corinne Malagnou est l'une d'entre eux. Elle est propriétaire d'un espace de détente sur le village. Elle espère vendre en drive ses produits de beauté. Le malheur du moment, c'est forcément l'inactivité obligatoire, c'est-à-dire pour la deuxième fois dans la même année. Mais pour l'instant, on existe encore, donc on veut le dire haut et fort, qu'on est là et qu'on ne nous oublie pas, et que peut-être les cadeaux, on peut quand même en faire. Donc quelque part, les gens vont passer ici, vont peut-être voir ça, vont peut-être penser, oui, le cadeau, finalement, je peux téléphoner, retirer le cadeau à telle heure, etc. L'espace bar est en capacité d'accueillir d'autres commerçants, quelle que soit la nature des produits. Pour Bruno Rennes, en cette période de crise économique, il faut savoir se serrer les coudes. Je le disais, Christian Beaune, vous avez mené ce genre d'initiative, vous aviez acheté le stock d'une fleuriste, vous. C'est ça, on avait décidé, on est allé au bout de notre démarche en disant, nous on achète, puis on va revendre, on a pris le risque. J'ai racheté à mon entreprise des super bouquets de pivoines, j'en ai jamais eu autant chez moi. Mais bon, c'était un acte de solidarité. Je vois aujourd'hui dans Bordeaux des bars qui ont des paniers d'agriculteurs. C'est aussi une solidarité, permettre d'avoir des produits bio. Alors même si on peut les acheter, mais on a des bons produits. J'adore cette idée-là. Je pense que c'est très vivant et très fort dans nos petites villes, du type Mussidan, Saint-Léonard de Noblas, je peux vous en citer comme ça, plein de petites villes où ça peut être des gestes très forts qui vont permettre aux commerçants de se regrouper ensemble dans un lieu qui a le droit d'ouvrir. Je trouverais ça fantastique que ça marche plein pot. Mais ça donne un peu d'espoir, de l'espoir. En tout cas, il y en a du côté des relais routiers, ces établissements qui accueillent jour et nuit. Les chauffeurs ont été autorisés à rouvrir leurs portes cette semaine. Reportage à Poitiers. Je vous laisse vous installer. Allez-y, complétez là ou avec le monsieur, peu importe. C'est le soulagement pour ces routiers. Enfin, un repas chaud après une semaine de repas à emporter, pris à l'étroit dans leur camion. C'est la première fois depuis le début du reconfinement que ce restaurant est autorisé à rouvrir. On a, plus l'appréhension d'arriver au soir et se demander comment on va se laver, comment on va manger, convenablement ou pas, au chaud ou dehors. Chez nous, en Hollande, ils ont fermé tous les restos, tous les routiers, il n'y a rien du tout.
C'est un soulagement. Hein. Pourquoi? On peut s'asseoir, on peut discuter avec les gars. Il y a un semblant de vie, on va dire. Un semblant de vie attendu par de nombreux chauffeurs. Dans la soirée, ce restaurant a ouvert sa seconde salle pour faire face à l'affluence. Une soixantaine de routiers a pu dîner au chaud dans le respect des gestes barrières. Ce retour à l'activité redonne le sourire à la directrice adjointe. C'est une bonne chose pour nos clients et même pour nous, parce que on est aussi bien ici sur notre lieu de travail à travailler pour de bonnes raisons, au moins qu'ils puissent manger sur place et que tout le monde soit content, quoi. Une bonne nouvelle, mais en demi-teinte. Pour être rentable, le restaurant devra accueillir plus d'une centaine de routiers chaque soir. Ces établissements espèrent désormais une levée rapide du confinement. Les chauffeurs, eux, ont repris la route jusqu'à la prochaine halte relais pour le petit déjeuner. Alors des relais routiers ouverts avec des clients au rendez-vous. La situation est diamétralement opposée du côté des hôtels. Ils sont autorisés à rester ouverts, mais dans une France confinée, les chambres restent désespérément vides. Exemple dans le Pays Basque. Allez, messieurs, dames, venez. Sylvie Bonnevie est gérante de ce petit hôtel familial 2 étoiles en plein cœur de Biarritz. Depuis la mi-septembre, ses 20 chambres sont vides, la faute à la crise sanitaire. Son seul salut, 1 à 2 habitués qui se débrouillent avec des plats à emporter. J'ai une entreprise parisienne qui arrive le lundi, qui repart le vendredi. Ils font des travaux à l'hôtel du Palais. Donc c'est la raison pour laquelle je suis restée ouverte, parce que je n'avais pas envie de les mettre à la porte. Voilà, mais c'est très compliqué effectivement. Nous n'avons pas d'appel téléphonique de réservation du client vacances. Bien évidemment, on ne peut pas donner nos chambres parce qu'on a des frais fixes. Comme cette propriétaire, ils ne sont qu'une poignée à rester ouverts au Pays Basque, une trentaine seulement sur 300, du jamais vu, même si novembre est souvent une période de congé annuel. Seuls les établissements qui possèdent encore un peu de trésorerie attendent des jours meilleurs et en profitent pour faire quelques travaux. Jean-Michel Istre, le président de l'Union des hôteliers du Pays Basque, est inquiet pour la profession. Le loyer, c'est pas un secret, par exemple ici, on est presque sur 10 000 € par mois. Que j'ai un client, 0 client ou 500 clients, c'est 10 000 € par mois. Ça, jusqu'à présent, personne ne nous paye. Et on ne va pas pouvoir payer indéfiniment sans avoir de rentrée d'argent. La faillite n'est pas à l'ordre du jour, reste la vente, dans laquelle on perd aujourd'hui au mieux la moitié de son bien. Certains évoquent la possibilité de se grouper pour réduire les charges. L'Union de l'industrie hôtelière réclame un fonds spécial et redoute une 3e vague. Christian Bolme, nous sommes à 40 jours de Noël, une période cruciale pour les commerçants. Lors de sa conférence de presse, le Premier ministre a annoncé un possible allègement du confinement pour cette période. Mais en attendant, les magasins de jouets s'organisent pour écouler leur stock tout en restant fermés. Vous nous livrerez votre sentiment, vos objectifs à l'approche des fêtes de fin d'année, juste après ce reportage. Des jouets retirés sur le parking. La formule séduit les clients de cette enseigne, bien décidés à célébrer Noël, confinés ou non. L'ouvrier avec l'échafaudage. L'ouvrier échafaudage est là. C'est bon. C'est bon pour vous? Super. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de journée. Merci à vous Au aussi. revoir. Au revoir. Avec le confinement, je ne savais pas trop si dès que ça rouvrait, si ça rouvrait, qu'est-ce qu'il y aurait, qu'est-ce qui resterait, voilà. Donc j'ai préféré prendre un peu d'avance, mais j'ai pas tout fait. La réouverture, un espoir auquel s'accrochent aussi les salariés de ce magasin. Des allées vides, un stock immense à écouler. Avec la vente à emporter, la responsable essaie de compenser la forte baisse d'activité. On reste optimiste, mais c'est vrai que nous, le novembre-décembre, c'est la moitié du chiffre d'affaires de l'année complète. Donc de ce fait, c'est super important de vendre le maximum de stock. Il faut qu'on ait le maximum de trésorerie pour pouvoir sauver l'entreprise. 50 à 70 commandes sont préparées ici chaque jour et avec une partie de l'équipe au chômage partiel, les vendeurs ne chôment pas. Et c'est sportif puisque toute la journée on fait des allers-retours au fond du magasin, de devant le magasin, donc on fait que ça. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir proposer d'autres produits à des clients. Quand ils viennent, des fois ils sont à la recherche de produits. Là, tout est fait, il n'y a plus aucun intérêt à notre métier. Le contact avec ses clients manque aussi à Benoît Delsuc. Ce gérant d'une boutique de jeux dans le centre-ville n'a vu presque personne depuis une semaine. Ce qui va très très bien tourner, vous allez avoir Majesty, qui est un jeu que j'emmène toujours en vacances. Lui aussi propose la vente à distance, mais le concept ne prend pas.
Un confinement prolongé en décembre serait une catastrophe. C'est plus beau. Si je ne peux pas travailler au mois de décembre, déjà le mois de novembre on le perd, déjà on a perdu tous les salons cet été, ce qui a fait que moi pour l'instant, sur la fermeture de novembre, j'aurais perdu 4 mois de salaire dans l'année, ce qui est assez effarant. L'enjeu est crucial. Décembre représente près d'un tiers de son chiffre d'affaires annuel. À l'approche des fêtes de fin d'année, certains consommateurs pourraient être tentés d'effectuer leurs achats auprès des géants du numérique. Quel message vous souhaitez faire passer ? Les Français qui font des économies pendant ces confinements doivent dépenser chez les Français, chez leurs commerçants à proximité. Même si ce sont des grandes enseignes, c'est pas grave. C'est presque un acte citoyen aujourd'hui. Mais oui, aujourd'hui, c'est un acte citoyen que d'acheter chez vos commerçants. Voilà, on doit se brouiller avec les géants du net. On doit arrêter de regarder vos confrères qui acceptent la publicité pour les géants du net. Ça suffit, la solidarité française. Il y a le Black Friday qui arrive en plus. French in first. Le Black Friday, ça vous inquiète aussi là Non, mais c'est interdit. Black Friday, ça sert à quoi ? Il n'y a personne dans les rues, il n'y a personne. C'est quoi ça ? Non, pas de Black Friday. Interdit en France, interdit en Europe. C'est ça que ça doit faire. On doit stopper ce genre de méthode. Le monde a changé, il paraît. Il paraît que les consommateurs français ont changé. Eh bien, qu'ils le montrent qu'ils ont changé. Qu'ils soient solidaires, enfin, une fois, en boycottant ces géants du net. Alors, il y a un autre enjeu économique de taille à l'approche des fêtes de fin d'année. Je pense évidemment au sapin de Noël. En France, il s'en écoule 6 millions chaque année. Et bonne nouvelle pour les producteurs, dans un décret qui devrait paraître dans les prochains jours. Ils seront autorisés à vendre leurs arbres. Christian Beaune, je vous propose de regarder ce reportage tourné à Véline, en Dordogne. La récolte des sapins pour Noël 2020 est bien lancée. Un travail harassant, surtout avec les contraintes actuelles imposées aux salariés. Ah oui, c'est physique, oui. Surtout avec le masque, on n'arrive pas trop à respirer. Sur cette parcelle plantée au milieu des vignobles, 15 hectares de sapins Nordman, variété la plus prisée à Noël. Une fois coupés, les arbustes partent vers la station d'emballage. Chacun son rôle en fait. On a eu 2-3 personnes qui pointent le sapin, 2-3 autres qui conditionnent, qui mettent sous filet, puis après on a encore 2-3 autres qui mettent en palette, en box, qui conditionnent pour le départ, les livraisons. Tout ce travail aura été lancé dans l'angoisse. À cause du confinement, les producteurs avaient la crainte de voir le gouvernement bloquer leur activité commerciale, mais les ministères de l'Agriculture et celui du Commerce ont rassuré la filière. Pour nous, la saison est très compliquée. Heureusement, on a eu quelques garanties que le sapin pourrait être vendu sur le mois de décembre. Le ministre nous a garanti que les gens auraient le droit à leur sapin et qu'ils pourraient l'acheter dans leur point de vente habituel. En attendant le décret officiel, les revendeurs rassurent leur clientèle. Oui, il sera possible de venir acheter son sapin. Et nous allons maintenir notre commande, il n'y a pas de problème. Moi je pense qu'on va pouvoir les vendre en les vendant en plein air ici sur le parking. Ça sera accessible. Ça va nous permettre d'avoir une activité quand même pendant 15 jours, 3 semaines assez importante. Moi je pense que les gens ont envie de faire Noël. 6000 sapins, c'est la prévision de vente cette saison pour cet opérateur. Une baisse de 60% par rapport à 2019, mais c'est toujours mieux qu'une interdiction. À Noël, les clients pourront mettre leurs chaussures au pied de leur sapin. Le symbole de Noël sauvé, reste à sauver les petits commerces. Désormais, l'un ne va pas sans l'autre. Forcément, c'est distribué de manière assez géante, le sapin de Noël. Beaucoup d'entreprises dans les centres-villes ont quelques sapins. Vous-même, vous allez en distribuer dans votre enseigne. Tout à fait. Et nous attendons le décret pour pouvoir passer nos commandes, avoir nos réceptions. Voilà. Et ce qu'on sait cette année, malheureusement, c'est qu'au-delà de 10 personnes, les gens vont rester chez eux pour réveillonner. Donc, ils vont en profiter jusqu'au bout de leur sapin. Mais c'est essentiel que ce genre de choses puisse se passer. On ne peut pas priver les chrétiens de Noël et on ne peut pas priver les enfants des autres communautés de ce symbole de la fête de l'enfance. Voilà, ça fait partie. Donc les jouets doivent pouvoir être distribués, les sapins doivent pouvoir être distribués. Je ne suis pas très optimiste, malheureusement, parce que le déconfinement qu'a prévu le Premier ministre n'est pas un faux déconfinement. Il faudra avoir des attestations. Et les commerces vont ouvrir avec une méthodologie qui va restreindre le nombre de personnes. Donc, on ne sera pas déconfiné. Et après les vacances,
on sera reconfiné parce qu'on sera retransmis le virus et on recommence dans 3 mois. La suite nous le dira. Merci Christian Bollme de nous avoir accompagnés ce soir et merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 20h le rattrapage. Belle soirée sur Noah.